Salut les amis, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine, bien qu'on soit quand même mardi. Ouais, bon bref. Alors, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler en fait des tokenomics, en anglais token metrics, d'une crypto. Donc, comme pour tout ce qui est bien dans la vie, en fait, les investissements en crypto peuvent être gratifiants, peuvent vous rapporter, mais à condition d'avoir les yeux bien ouverts pour les identifier. Si vous voulez investir en fait dans une crypto, comment vous pouvez être sûr que c'est un bon pari? On utilise les token metrics justement pour se faire une idée avant de l'acheter. Donc, je vais vous présenter les différentes token metrics comme la market cap, voilà, volume sur le 24 heures, l'offre des jetons, le prix, la liquidité des jetons, etc., etc., etc. Il y en a quelques-unes, des primaires et des secondaires. On se retrouve juste après ça. Alors du coup, on se retrouve sur CoinMarketCap parce que voilà, c'est là où on peut regarder un petit peu tous ces token metrics. J'ai choisi CoinMarketCap. J'ai choisi aussi le Bitcoin. J'aurais pu prendre évidemment l'Ethereum, le Solana, mais non, j'ai choisi la plus grosse capitalisation au monde, donc d'une crypto. Voilà, j'ai choisi le Bitcoin. Alors, je vais déjà vous parler de la capitalisation boursière, donc plus connu sous le nom de market cap, coin market cap, c'est pas pour rien. Du coup, je pense même ceux qui parlent pas l'anglais l'utilisent. Voilà, donc du coup, moi, dans cette vidéo, je vais utiliser le mot market cap au lieu de capitalisation boursière. Et donc sur le Bitcoin, on peut voir qu'elle est là, donc cap marché. Donc actuellement, elle est de 377 millions d'euros et quelques poussières. Des poussières, c'est en centaines de milliers d'euros, mais bref. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, en fait, c'est la valeur totale de tous les jetons existants, donc en circulation. Pour la calculer, il faut multiplier le prix actuel des jetons par le nombre de jetons en circulation. Donc, théoriquement, vous faites 370, non, 19 694 et vous faites fois le nombre ici. Vous voyez l'offre en circulation, il y a actuellement 19 189 bitcoins. Donc, vous faites 19 millions fois 19 000 euros. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi en euros, mais je voulais en dollars. Bref, bon. Et on arrive à 377 millions. Voilà, donc c'est assez simple. En fait, voilà, la market cap, c'est le montant nécessaire pour qu'un investisseur puisse acheter tous les jetons minés. Donc, si quelqu'un a 377 milliards, théoriquement, il peut racheter tous les bitcoins. Waouh, c'est quand même beaucoup. Donc du coup, la mesure du market cap indique combien d'argent les gens ont investi dans le jeton. Donc plus ce chiffre est élevé, et plus le prix du jeton peut être stable. Donc si vous avez une capitalisation boursière, une market cap, nom de Dieu, de 1000 milliards, ça va être très difficile de la faire bouger. Donc c'est pour ça que le prix du Bitcoin est un petit peu plus stable qu'une altcoin qui a une market cap de 100 millions. Voilà. Donc c'est très facile de faire bouger le prix d'une petite capitalisation de marché, donc market cap, que d'une grosse market cap. Voilà. Par contre, il ne faut pas utiliser cette métrique de manière isolée. Si un projet non rentable crée 100 millions de tokens, et que quelqu'un échange un seul jeton pour 1 $, la market cap du jeton est de 100 millions de dollars. Donc il s'agit évidemment d'une évaluation faussée. Faites bien attention. Il faut donc utiliser cette mesure avec d'autres, comme par exemple le volume sur 24 heures, qu'on va voir directement maintenant. Voilà. Donc le volume sur 24 heures mesure la valeur monétaire de toutes les transactions effectuées au cours des 24 dernières heures.
Il s'agit en fait d'un indicateur qui est composé de plusieurs sous-facteurs. Donc là, je peux vous la montrer. Le volume sous-facteur est ici. Donc, les 24 dernières heures, il y a eu un volume échangé de 26 milliards sur le Bitcoin. Voilà. Donc, comment l'utiliser et qu'est-ce que c'est comme indicateur? Alors, il s'agit d'un indicateur de liquidité, c'est-à-dire en fait de la facilité avec laquelle il est possible d'acheter ou d'échanger un jeton. Un volume élevé prouve que vous pouvez acheter ou vendre le jeton un petit peu quand vous voulez. Donc, évidemment, si au lieu des 26 milliards, vous auriez que 10 millions d'échanges du Bitcoin sur les 24 dernières heures, bonne chance pour pouvoir échanger quand vous voulez. Voilà. Ensuite, en fait, il s'agit en fait d'une mesure de la confiance des investisseurs. Donc, s'il est élevé, tout ça signifie simplement que de nombreux investisseurs ont une opinion plutôt favorable sur le jeton. Voilà. Un volume sur 24 heures élevé, ça suggère une bonne demande pour l'actif aussi. Ça me paraît un petit peu évident. Donc, sa valeur est donc susceptible d'augmenter, évidemment, parce que plus il y a de demande pour un actif, plus théoriquement le prix augmente. Et à l'inverse, évidemment, un faible volume, ça peut indiquer qu'un projet d'un token, soit qu'il a été abandonné ou qu'il présente d'autres problèmes, voilà, plus d'intérêt ou un rug pull ou voilà. Je vais pas traiter ça de toute façon maintenant dans cette vidéo. On va s'intéresser maintenant à l'offre de jetons. Donc il existe en fait trois mesures de l'offre, l'offre maximale, l'offre en circulation et l'offre totale. Alors l'offre maximale en fait c'est le nombre total de jetons qui peuvent être émis. Pour le Bitcoin, ce nombre est de 21 millions. Si un jeton dont l'offre en fait est limitée gagne en popularité, la demande croissante peut faire évidemment grimper le prix. Cependant, pour de nombreux jetons, comme Ethereum, il n'y a pas de limite d'offre maximale. Donc maintenant, grâce à The Merge, en fait, l'Ethereum, la façon en fait de créer des nouvelles Ethereum, c'est à travers le staking de l'Ethereum actuellement. Voilà. Donc l'offre maximum, vous la voyez ici sur CoinMarketCap. Donc vous voyez bien qu'il y a 21 millions. Donc voilà. Pour l'instant, tout va bien. L'offre en circulation, maintenant, alors c'est le nombre total de jetons émis et en circulation. Il s'agit en fait des jetons inscrits sur la blockchain qui peuvent être échangés, donc c'est-à-dire achetés et vendus. Donc si le projet en fait augmente régulièrement l'offre en circulation au fil du temps, c'est un signe de demande pour le jeton. Donc son prix peut évidemment augmenter. Donc l'offre en circulation du Bitcoin est d'environ 19 millions, on l'a vu, l'offre en circulation est ici à 19,1 millions. On va regarder maintenant l'offre totale. Donc lorsqu'un projet lance un nouveau jeton, il n'est pas obligé de distribuer tous les jetons en même temps qu'il crée. Voilà. Donc il peut en réserver en fait certains pour les utiliser plus tard, par exemple pour récompenser les employés, attirer des investisseurs ou voilà, pour du marketing ou pour des pools de liquidité. Enfin bref, voilà, il y a plein de raisons. Le projet met ensuite en fait les jetons restants en circulation. Alors dans ce cas, l'offre totale est en fait la somme du montant réservé et du nombre en circulation. Un petit mot sur le prix maintenant, vraiment très petit. Donc il y a beaucoup d'investisseurs qui essayent de timer le marché, comme on dit, enfin plutôt chronométrer le marché en français. Donc en achetant lorsque le prix du jeton est bas et ils le vendent évidemment lorsque le prix est élevé par rapport aux tendances récentes. Voilà. Alors supposons qu'un investisseur en fait, il a fait des recherches sur un jeton et qu'il envisage de l'acheter. Donc il a vu que le prix du jeton a pu varier entre 80 et 120 $ ou euros comme vous voulez au cours de l'année écoulée. Alors cet investisseur, il peut essayer de planifier son achat lorsque le jeton est plus proche de 80 et qui va le revendre proche des 120 $. Donc voilà, par des ordres limités par exemple. Cependant, évidemment, vous ne devez pas prendre une décision d'achat en fait en vous basant uniquement sur le prix. Il n'y a aucune raison en fait de penser qu'un jeton qui vaut par exemple 0,15 $, ça vaut mieux qu'un jeton qui lui vaut évalué à 25 000 $.
Qui peut en fait également influencer le prix d'un jeton, c'est en fait sa liquidité. Donc c'est une mesure en fait vraiment très importante à surveiller. La quantité de valeur en fait présente dans le pool de liquidité est assez étroitement liée à l'impact des transactions sur le prix. Donc en règle générale, plus la liquidité est élevée et plus l'impact sur le prix est faible et vice-versa évidemment. Donc les jetons qui ont une faible liquidité sont plus risqués que les jetons à forte liquidité. Évidemment, voilà, c'est aussi la volatilité. Donc s'il y a très peu de liquidité, ben, les prix auront des amplitudes beaucoup plus grandes que l'inverse. Donc, lorsqu'on investit en fait dans des jetons à faible liquidité, on risque évidemment de ne pas pouvoir les revendre facilement s'il y a plus de liquidité. On va s'intéresser maintenant à l'allocation initiale et à la distribution des jetons quand vous lancez une crypto. Donc, un projet, il peut se créer de deux manières, soit par un lancement équitable ou soit à travers une prévente. Alors, un lancement équitable, en fait, c'est quand toute la communauté a une chance égale d'acheter des jetons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'allocation privée avant le lancement public. Cela évidemment augmente la confiance dans le jeton. Voilà, donc on passe pas par une phase où des gros investisseurs institutionnels vont acheter avant que vous et moi en fait on peut acheter. Donc voilà. Dans une prévente en fait, ben, le projet il génère des jetons et il les distribue à un groupe en fait sélectionné avant que le réseau ne devienne public. Donc c'est les investisseurs privés, ceux qui mettent par exemple un gros montant avant que la crypto elle soit vendue à chaque personne lambda comme vous et moi. Voilà, donc si le seul problème qu'on a avec ça, c'est que si une grosse baleine en fait, elle achète plein de jetons à un prix très bas parce que voilà, ils ont un prix bas les grosses baleines, le risque un jour c'est qu'ils vous donnent tout ça en pleine figure quand ils veulent. Voilà. J'ai mis là en fait un petit exemple d'allocation donc pour de Axis Infinity. Donc là vous pouvez voir en fait que l'écosystème ça compose 8% de la totalité des jetons qui ont été émis. Pour les advisors, donc 7%. Ils ont gardé en fait 20% pour le jeu en play to earn. Vous voyez que 11%, eux, ils ont eu public et private sale. Donc 11% en public sale, c'est pas énorme, hein, c'est peu. En private sale, il y a eu que 4%, ça va, c'est pas trop, c'est pas trop. Et puis le staking reward 30%, voilà, ça c'est pas mal. Donc voilà, chaque en fait crypto va lancer sa propre allocation. Donc ça, il faut bien voir avant de participer à l'ICO si vous voulez. Donc plus un token a une allocation qui est favorable en fait à la communauté, mieux il sera. Voilà. On va voir maintenant en fait le modèle de jeton. Donc en fait chaque jeton fonctionne sur un modèle qui est soit inflationniste ou déflationniste. Alors quand un jeton est inflationniste, alors c'est quand l'offre en fait n'est pas maximale et continuera d'être produite à l'infini. Par conséquent en fait le nombre de jetons ne cessera d'augmenter. Donc cela peut entraîner une inflation, c'est-à-dire qu'en fait une diminution de la valeur du jeton au cours du temps. Donc voilà. Donc à chaque fois que par exemple qu'on a des investisseurs qui ont un unlock de leurs jetons, ils peuvent en fait les vendre sur le marché. Et par exemple, il y a des unlocks qui sont faits tous les mois, tous les 3 mois ou toutes les années. Le modèle maintenant déflationniste, en fait, il a une offre maximale, soit en fait une offre décroissante. Donc certains projets ont des règles selon lesquelles ils brûlent, donc on appelle ça le burn, hein. Donc c'est le fait de retirer de la circulation mais de manière définitive. Donc ils brûlent en fait un certain nombre de jetons à intervalles réguliers. Le but en fait c'est de réduire le nombre de jetons disponibles au fil du temps. Et lorsque le nombre de jetons diminue, évidemment la valeur en fait est susceptible d'augmenter. Donc là, je vous ai mis un exemple. Donc là, on peut voir en fait ils estiment en fait quand il y aura des unlocks et quand ils veulent en fait débloquer des jetons. Donc en général, si vous voulez voir si vous voulez participer à un ICO, vous avez ça. Donc en fait là, vous
pouvez voir que par exemple la public sale, eh ben, chaque mois, bah, combien de nombre de jetons en fait vont être bah, arrivés sur le marché finalement. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose évidemment qu'il faut aussi vérifier. Alors juste un petit point concernant ça. Donc en fait, certains investisseurs, ils peuvent en fait considérer qu'un plafond rigide est assez préjudiciable à l'adoption d'un jeton. Donc en fait, poussés par la rareté, donc les utilisateurs, ils peuvent en fait préférer accumuler des jetons finalement au lieu de les utiliser. Donc ce modèle en fait, ça favorise également bah, de manière disproportionnée les premiers investisseurs. Donc voilà, donc si on sait qu'un jeton, par exemple, il n'y a que 10 000 jetons, bah, on va préférer en fait les garder plutôt que les utiliser parce qu'on va penser que le prix va exploser dans pas si longtemps que ça. Et au lieu d'utiliser, ben, on le garde pour le revendre. Voilà. Alors un bon exemple en fait du burn, ben, c'est BNB, donc c'est Binance. Donc en fait, eux, ils ont un système ils brûlent en fait des jetons chaque trimestre. Donc en fait, ils vont continuer à le brûler jusqu'à ce qu'ils atteignent en fait leur objectif, c'est de brûler 100 millions de jetons. Donc à la base, il y avait 200 millions d'offres totales du BNB et ils veulent en fait brûler 100 millions, c'est-à-dire que la moitié, c'est énorme, c'est beaucoup. Donc en fait, les burns, ils sont en fait encodés en fait dans un contrat intelligent sur la blockchain de Binance. Donc même s'ils voulaient, maintenant ils pourraient pas arrêter le processus. Et par conséquent, donc elles se produisent automatiquement. Et en fait, si Binance fait ça, c'est pour créer un effet complètement déflationniste. Et une fois que, imaginez-vous que vous réduisez en fait l'offre totale de BNB qui était de 200 millions, 200 millions, donc il n'en reste plus que 100 millions. Et il y a de plus en plus de monde qui veulent acheter le BNB, à long terme, ça peut que augmenter. Voilà, jusqu'à maintenant, en fait, je vous ai parlé un petit peu des métriques vraiment principales à utiliser pour évaluer une crypto qui vous intéresse. Moi, j'utilise quelques petites métriques secondaires que je trouve aussi importantes. Bon, c'est vrai que la majorité des petits investisseurs lambda, voilà, ils vont pas aller jusque-là. Ils vont prendre CoinGecko ici, là, et puis ils vont regarder un petit peu ces chiffres, ils vont s'arrêter là, et voilà. Voilà, mais bon, moi j'utilise en fait aussi, je regarde le nombre d'adresses actives d'un token. En fait, c'est le nombre total de portefeuilles créés pour stocker le jeton. Donc là, on peut voir par exemple que sur Bitcoin, il y a plus de 43 millions d'adresses qui ont été créées pour détenir du Bitcoin. Alors oui, c'est vrai, une personne peut avoir 3-4 adresses, ça, il n'y a aucun souci. Mais bon, si le Bitcoin avait 10 000 ou 20 000 adresses créées, là évidemment on pourrait avoir la preuve que personne ne s'intéresse au Bitcoin. On peut regarder aussi le nombre de transactions, hein, ça c'est une chose. Donc là vous voyez qu'il y a eu 774 millions de transactions. Donc c'est un chiffre quand même super élevé. Et on peut aussi aller regarder un petit peu le nombre d'utilisateurs qu'il y a sur une crypto ou une blockchain. Donc en fait, c'est le nombre total de personnes qui utilisent effectivement le jeton au jour le jour. Donc un jeton en fait qui a beaucoup d'utilisateurs et d'adresses actives, en fait, ça peut sous-entendre qu'il y a un fort potentiel d'effet de réseau. Donc en fait, l'effet de réseau se réfère en fait à l'augmentation de l'utilité d'un service lorsque plus d'utilisateurs le rejoignent. Évidemment, tout ça participe à faire augmenter l'utilité en fait d'un jeton ou de sa blockchain et par là même sa valeur et donc le prix pourrait augmenter. Alors voilà, il y a peut-être une dernière chose, l'ATH et l'ATL, bon je le regarde un petit peu moins, donc l'ATH c'est le all time high et l'ATL c'est le all time low, donc en fait il s'agit des prix les plus élevés et les plus bas payés pour un jeton dans son histoire, enfin dans l'historique passé. En fait, ces fluctuations, ça peut indiquer que le jeton a atteint son niveau le plus bas ou son niveau le plus haut. Ils peuvent donc ne pas baisser ou ne pas en augmenter à court terme, voilà, et donc stagner un peu. Donc, mais si un jeton, par exemple, a franchi son sommet antérieur, son ATH,
eh ben, il y a plus de chances qu'il continue à grimper. Donc ça, c'est l'historique qui nous le dit. Et donc, en fait, le momentum peut le pousser encore plus haut. C'est aussi ce qu'on appelle le FOMO. Donc, ce serait pas forcément voilà, bah, c'est peut-être le bon moment de l'acheter. Voilà. J'ai beaucoup parlé. J'ai plus de salive aujourd'hui parce que j'ai dû m'y reprendre quelques fois pour refaire quelques points parce que voilà, je fais ça en direct et voilà, je me suis aujourd'hui, je suis allé un peu vite et puis je suis un petit peu mentalement fatigué, voilà. Donc du coup, je vais m'arrêter là. Je suis bien content que cette vidéo elle se finisse. J'espère que vous avez appris quand même pas mal de choses. Encore une fois, parce que c'est évidemment mon vœu. Je veux vous faire apprendre beaucoup de choses et que vous surtout vous les compreniez. Voilà. À la prochaine pour une autre vidéo encore et toujours. À plus les gars.